à une époque plus lointaine, faut forcément que je fasse une référence aux années 90, hein, je suis désolé, mais à une époque plus lointaine, tu vois, on avait aussi BMW qui préparait son arrivée en plaçant des pilotes chez McLaren, puisque là, les F1 GTR avaient un bloc BM. Mais je trouve que les LMP2, elles ont vraiment leur place. En tout cas, elles auront toujours leur place tant que les constructeurs qui sont engagés en hypercar ne jouent pas le jeu de la compétition privée. Parce qu'à un moment, Oui, il va quand même falloir que les gentlemen, les 24 heures du Mans tournent aussi grâce à l'argent des gentlemen. C'est pas un secret que de le dire, et c'est pas du tout ternir l'image des 24 heures du Mans, hein. C'est aussi une question de finances, d'argent, d'équilibre financier. après, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, je sais pas, dans l'idée, ça se fera jamais, mais j'aurais bien aimé, tu vois, se dire que bah, il faut une troisième voiture d'un constructeur avec un pilote bronze et deux jeunes. Voilà, Mhm, pourquoi pas, mhm. tu vois, pour les lancer et les mettre avec un pilote bronze. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, ce format que j'ai le plaisir d'animer avec mon acolyte Geoffroy Barr. Nouvelle semaine et donc nouvelle émission avec notre rédacteur en chef préféré d'Endurance Mag. Salut Ah, Geoffroy. n'en fais pas trop. Salut Anthony, salut à tous. Ah, j'en ai trop fait, mince. Bon, on va parler endurance et prototype aujourd'hui, ça te dit? Eh bah carrément, on va se faire un petit focus sur la catégorie LMP2, puisque la semaine dernière, on a fait une présentation détaillée. En tout cas, on a essayé d'être le plus complet possible sur la liste des engagés. Et là, on va faire un focus sur la catégorie LMP2 qui, cette année, elle a moins fourni au départ avec 16 voitures seulement. Mais c'est pas celle Oui. dans laquelle il va se passer le moins de choses, je pense. Non, non, complètement. C'est pour ça, moi, c'est la catégorie, évidemment, tu le sais, qui me tient à cœur, parce que, évidemment, comme je commente les courses de LMS et des courses d'IMSA, bah, j'adore cette catégorie. Donc, 16 voitures, là, on parle des 24 heures du Mans. Par contre, évidemment, pour être sélectionné aux 24 heures du Mans, puisqu'il n'y a plus d'LMP2 en championnat du monde, bah, il faut rouler dans d'autres championnats, dont l'Asian Le Mans Series, l'European Le Mans Series et l'IMSA aux États-Unis. Ces trois championnats, globalement, quand même, sont pourvoyeurs de beaux talents au niveau du pilote, mais aussi au niveau des équipes, parce que finalement, bah, si on veut concourir aux 24 heures du Mans, il faut forcément passer par une adversité folle. Et on le voit dans la liste des engagés de l'ELMS, en 2024, c'est quand même complètement dingue. On a bah, beaucoup plus de voitures que l'année dernière qui sont engagées sur l'ensemble des trois catégories. Les LMP2, elles sont 14 en catégorie pro et elles sont 8 en catégorie pro-am. Qu'est-ce que tu en penses justement de cet attrait pour la catégorie LMP2 qui est toujours au sommet avec des pilotes professionnels mais aussi des pilotes gentlemen? Il y a le phénomène logique du déversement finalement des engagés qui étaient avant en WEC et qui maintenant ont dû basculer ou choisir entre, comme tu dis, l'ASIAN ou le LMS ou l'IMSA, puisque les MP2 sont plus autorisés en WEC. Donc mécaniquement, Ouais. il y a eu ce phénomène de nombre d'engagés qui a évolué puisque tu ne peux plus aller en WEC. Et, euh, et finalement, il y a quelques gentlemen, comme tu dis, quelques équipes qui se sont dit, vu qu'il y a cette bascule, bah, on va ou changer de projet, ou rebasculer seulement sur le GT, ou au contraire passer en hypercar, on va y revenir après. Et puis t'as des noms, t'as des fidèles quoi. T'as des gens qui restent dans la catégorie LMP2, qui basculent du coup en ELMS, notamment c'est le championnat qui profite le plus de cette nouvelle donne. Et ça permet de donner naissance à des super projets. Comme tu dis, je trouve que maintenant que les LMP2 ne sont plus en WEC et sont seulement dans les séries support, les séries, pas les supports, mais d'accession au WEC, Ouais. ça rebâtit encore mieux, ça simplifie la lecture de la pyramide de l'endurance que la CO veut depuis des années, tu vois. Il y a Oui, vraiment cette complètement, logique, quoi. complètement. Bah, déjà, le LMS, c'était un très bon choix de faire confiance au LMP2 qui soit la catégorie reine dans les années voilà, 2012-2013. Et on voit que ça porte ses fruits parce que bah, c'est une vraie série d'accession aussi. Enfin, c'est une série à part entière parce que la bataille, elle est complètement folle avec toutes ces voitures. Mais c'est surtout que, bah, on l'a bien vu, hein, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, il y a des pilotes qui sont passés par le proto LMP2 et qui ensuite sont allés en hypercar. Et ça, c'est un peu la promesse aussi, quoi. Ouais, c'est vraiment comme tu dis, c'est une série qui est pourvoyeur de talent euh, et qui permet de prendre ses marques, d'apprendre les meilleurs exemples qu'on a récemment, je trouve, hein. C'est WRT qui a vraiment fait ses gammes et fait ses classes en LMP2. Au début, on pensait que ça allait être pour préparer l'arrivée de Audi. Finalement, c'est avec BMW qui sont engagés. On a aussi, dans cette même logique, Alpine, ils ont eu des errements ces dernières années où c'était P2, P1, P2, enfin bref. Mais globalement, vous voyez l'idée.
ils ont construit leur approche en LMP2. Ouais. Donc effectivement, il y a cette façon de travailler, d'apprendre. Préma aussi, hein, qui a basculé évidemment, qui est là depuis plusieurs saisons, qui a beaucoup gagné. Je me souviens de nos débriefs où à chaque fois c'était Préma qui ressortait parce qu'ils ils étaient vraiment au-dessus du lot dans la catégorie en ELMS et qui maintenant ont basculé et s'occupent de l'engagement Lamborghini en hypercar. En fait, le LMS remplit parfaitement son rôle. Tu vas pas me dire le contraire, toi. Non, non, moi, loin de dire le contraire. Et puis, moi, je vais aussi m'intéresser à des équipes, tu vois, comme Inter-Europol, qui l'année dernière gagne les 24 heures du Mans en LMP2. Elles ont vraiment suivi toute cette pyramide de l'endurance, quoi. Elles sont passées par le LMP3 pendant des années, Oui, LMP2, et puis maintenant, ça fonctionne. On a aussi United Autosport, qui est présent dans toutes les catégories. Et cette catégorie LMP2, ça va leur permettre, un peu comme tu l'as dit, pour Prema, ou des équipes comme voilà, celle de Philippe Sino, par exemple, Signatech, de se faire une expérience qui est déjà assez grande pour avoir l'exploitation d'une voiture d'un constructeur. Et toutes ces équipes-là, en fait, elles recherchent ça. Vector Sport y était avec Isota Fraschini. oui. Malheureusement pour eux, ça s'est pas bien terminé, mais c'est Duquesne qui finalement a repris. Donc en fait, ces équipes LMP2, elles ont une sacrée expertise aussi, et les constructeurs n'hésitent pas à leur faire confiance. En fait, c'est vraiment. On l'a dit la semaine dernière, le LMP2 a cet inconvénient, mais qui est aussi parfois un avantage, de proposer un matériel équivalent entre les équipes, parce que c'est comme ça, c'est malheureusement le, le, le fait que le châssis Oreca soit supérieur a fait que toutes les équipes ont acheté ce châssis plutôt que chez les concurrents. Mais du coup, Ouais. ça montre vraiment ça montre et pour les pilotes leur talent intrinsèque. Je pense à Yifeye qui a explosé notamment en ELMS. Des exemples, il y en a plein, hein. Louis Delettra, quand il est arrivé en ELMS il y a 2 ans, c'était juste C'est clair. impressionnant. C'était juste très très impressionnant. Ça permet aussi à des gentlemen de briller et de montrer leurs compétences et leur capacité, parfois en début de course. Je pense à du François Perraudot qui parfois fait du super boulot, faisait du super boulot à l'MP2. Donc voilà, ça permet aux pilotes de montrer leur individualité et leur talent, et ça permet aussi aux équipes, quand tu bats des gens, quand tu bats dans un peloton de 15-20 voitures, d'autres équipes qui ont le même matériel que toi, ça se joue au talent du pilotage évidemment, mais ça se joue aussi à la stratégie de course. Je pense aux ingénieurs qui peuvent là vraiment briller avec leur stratégie. Et puis les arrêts au stand, enfin voilà, c'est une très bonne école. C'est plus qu'une école, hein, parce qu'on est quand même sur du top niveau. Mais tu vois l'idée, quoi. Oui. C'est une Non super mais antichambre, on va dire, de l'hypercar. ouais, je suis d'accord, et en fait c'est un mal pour un bien, parce que c'est vrai qu'à l'origine tu te dis bon c'est dommage qu'il n'y ait plus de Dallara, qu'il n'y ait plus de Ligier dans cette Ouais, catégorie LMP2, mais en fait d'avoir toutes les Oreca 07, finalement ça permet déjà aussi d'avoir cette catégorie LMP2 qui est prolongée, une sacrée longévité, parce que c'est jusqu'en 2026 maintenant je crois qu'on a prolongé, et j'espère même qu'on prolongera encore un petit peu plus, parce qu'elle est toujours efficace ce cette sera pour voiture, l'édition et du elle pourrait même l'être bicentenaire. encore plus, hein, parce Ouais. que finalement on s'assure aussi que cette voiture elle soit pas trop performante non plus, pour pas aller embêter les hypercars. Donc ça veut dire quand même que la base est vraiment saine et vraiment très bonne, quoi. Ah bah la base, elle est excellente. Et là, on est dans une phase aussi de transition, mais là, on dévie peut-être un peu du sujet LMP2, mais tu sais, on l'a déjà expliqué, les LMDH qui sont donc engagés en hypercar sont, selon le constructeur, que ce soit Multimatic, que ce soit Oreca, etc., sont la base de ce que seront les LMP2 de demain. Donc, en fait, on a déjà un peu un aperçu des LMP2 de l'avenir, de 2027-28, comme tu dis, en regardant les LMDH. Tu leur déconnectes le système hybride, tu remets un kit carrosserie qui soit un peu plus standardisé, et finalement, on a les LMP2 qui vont arriver. Mais en attendant, là, les Oreca 07, alors je sais plus où on en est au niveau du compte, peut-être que toi tu sais, mais on sait qu'il y a plus de 100 châssis qui ont été assemblés. Oui, C'était il y a déjà oui. 1 an et demi, je crois d'ailleurs, hein, le centième châssis. Donc là, on doit être à un nombre assez impressionnant. C'est dingue de voir comme tu dis, cette longévité. Et ça nous apporte toujours des courses qui sont intéressantes, moins agréables à l'œil peut-être pour la diversité. Voilà, on aime bien voir des voitures très différentes et c'est pour ça qu'on se régale avec l'hypercar, mais en tout cas, il y a toujours, comme tu dis, des batailles et des luttes qui sont intenses, quoi.
Ouais, moi ça me dérange pas du tout. Alors j'ai qu'une peur pour eux, et je parle pas en ELMS évidemment parce que c'est la catégorie reine, mais plus une crainte en LMP2 aux 24 heures du Mans parce que généralement c'est la catégorie la plus disputée, c'est la catégorie qu'on voyait quasiment le plus à Oui, l'écran. Et là, évidemment, avec beaucoup de GT3 et beaucoup d'hypercars à 23 et 23, ben, j'ai peur que cette catégorie LMP2 elle passe un petit peu au travers, un peu comme la catégorie LMP3 finalement est difficile à suivre en ELMS par rapport au LMP2 et au LMGT3. c'est vrai que C'est un peu ma crainte, je sais pas ce que t'en penses, et pourtant le niveau sera là et au rendez-vous. c'est vrai qu'on est passé d'un extrême à l'autre, puisque l'année dernière, c'était la catégorie qui était la plus représentée. Il y avait 24 voitures au départ. Là, comme tu l'as dit Oui, tout à l'heure, on en a plus que 16. Donc, évidemment, effectivement, ça s'est réduit. Et oui, les caméras vont être braquées sur les hypercars et aussi sur les MGT3. Donc, ça va peut-être. Tu crois quoi? Tu crois que ça peut limiter un peu l'intérêt de la catégorie, notamment pour les gentlemen, notamment pour les partenaires, tu veux dire en termes financiers aux 24 heures du Mans? bah, j'ai un peu peur de ça. Après, Ouais. non, ça sera quand même suivi parce qu'il y aura de toute façon de la bagarre et ça sera à couteau tiré jusqu'au bout. Mais ouais, c'est un peu ce temps d'antenne, tu sais, Mhm. bah, que les sponsors, que les partenaires recherchent aussi. Et c'est tout à fait normal, hein. Je veux dire, voilà, les saisons coûtent quand même cher, les courses coûtent quand même cher. Et donc, bah, voilà, si on voit moins les LMP2, j'ai un peu cette crainte-là. Voilà, après, je pense que la réalisation sait très bien faire son travail et sait jongler entre trois catégories. Mais voilà, c'est peut-être plus la seule limite que je vois. Mais par contre, ce que j'avais envie de souligner et de très positif, c'est que bah, ces séries comme l'Asian Le Mans Series qui vraiment montent en puissance, comme l'IMSA ou surtout l'European Le Mans Series, bah, étaient vraiment pourvoyeuses de talent. Non pas que en termes de pilotage bien sûr, mais pour les équipes parce que en fait très souvent au Mans, tu te rendais compte que les équipes européennes Le Mans Series étaient plus efficaces que les équipes de WEC en LMP2. Ah ouais, ah mais non, mais carrément. Et ça, là, on voit que, pour moi, la liste des engagés qu'on a en LMP2, si tu veux, on peut la détailler, je sais pas, mais en tout cas, la liste des engagés qu'on a en LMP2 pour cette édition 2024 des 24 heures du Mans, j'ai l'impression de lire une feuille des engagés de l'ELMS. C'est vraiment, c'est la retranscription des engagés à la saison en ELMS. Et effectivement, l'IMSA, il y a moins de passerelles, on le voit. L'ASIAN, bah, il y a eu des invitations qui n'ont pas été honorées. Donc c'est vrai que c'est le LMS qui est la colonne vertébrale, la structure de cette catégorie LMP2 aux 24 heures du Mans, quoi. En fait, ça l'était déjà, moi je trouve, en termes d'équipes qui allaient, qui étaient au rendez-vous et qui se battaient aux avant-postes, mais ça l'est évidemment de fait puisque les LMP2 ne sont plus que retrouvables en Oui. ELMS, en IMSA et en Asian Le Mans Series. Mais c'est vraiment quelque chose qui est assez remarquable parce que, bah, en fait, quand tu vois la liste des engagés du Mans, finalement, elle est moins intéressante en termes d'LMP2 que cette LMS où tu retrouves Oui, c'est vrai. mais énormément d'équipes et quelques belles surprises aussi parce que bah, tu parlais, tu vois, tout à l'heure de l'équipe Prema. Bon, bah là, on a Iron Lynx avec Proton qui est présente donc en LMP2. Tu n'as plus Prema parce qu'évidemment, ils sont avec Lamborghini en hypercar. Mais tu te retrouves avec Inter-Europol Compétition, avec l'équipe Panis Racing toujours là, toujours présente. L'équipe Cool Racing, évidemment, avec deux voitures. Tu as l'équipe Duken Team qui sera aussi en exploitation du programme Isota à Fraschini. Tu as Idexport qui est toujours là, fidèle au poste et au rendez-vous avec un nouvel équipage en plus en ELMS. Tu as l'équipe Nielsen. Et puis, bien sûr, que tu as United Autosport et Algarve Pro Racing qui va encore être finalement l'épouvantail. Algarve Pro Racing qui vraiment se fait un nom encore plus important, je dirais, qu'il y a quelques années où c'était, je sais pas si tu vas me contredire, mais c'était un peu une équipe un peu rigolote quoi, où ils se gênaient dans les stands, c'était jamais Ouais. vraiment très précis. Là, c'est devenu une équipe de pointe et en ELMS, bah, ils sont là pour défendre leur titre, hein, tout simplement. Effectivement, ils ont eu pendant longtemps une image d'équipe familiale avec une certaine bonhomie dans les stands, tu vois. Et enfin, c'est Oui, c'est- c'est toi qui connais mieux que moi, hein, tu commentes les courses, donc tu dois les voir depuis plusieurs saisons évoluer. Et effectivement, je sais pas trop ce qui a été changé ou comment ça a été effectué, mais ouais, il y a un virage, pour parler d'une autre équipe, il y a un virage qui a été opéré, et chez APR, j'ai du mal à les appeler APR, mais bon, Algarve Pro Racing, ça s'est structuré. On en parlait la semaine dernière un peu, on commençait à esquisser l'idée, c'est que, tu sais, j'en parlais, c'est que quand il y a eu le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la guerre en Ukraine, ils ont perdu le financement russe, et du coup, je pense que ça a dû les pousser un peu au cul,
à se réorganiser financièrement, et puis peut-être à trouver des sources d'économie, et surtout à trouver des optimisations, quoi. Parce que quand tu fonctionnes quasiment au course par course, parce que je suis pas sûr que Ben Viscal ait fait toute la saison, quand tu as Sofia Flörsch qui apportait à l'époque du budget, mais moins que Roman Rusinov ne pouvait en apporter, j'imagine, tu es obligé un peu de te recentrer et de trouver des solutions, d'aller vite à moindre coût et de pas perdre du temps, tu vois. Et peut-être que c'est ça aussi qui les a aidés à aujourd'hui émerger comme une structure, une force plutôt costaud. Après, ils ont toujours parfois des erreurs, enfin des erreurs, des pépins, des problèmes, hein. Je repense je crois que c'est 2022 ou 24 heures du Mans où c'était assez compliqué, avec notamment Flörsch qui était à l'arrêt dès le premier tour. Enfin voilà, il y a toujours des faits de course et des événements qui les touchent, je trouve. Oui. Mais ouais, ils ont émergé comme Effectivement, c'est devenu un contre-pouvoir à des équipes comme United qui, elles, sont des références depuis des années, quoi. Clairement. Ouais, Alors, ouais. je vais juste émettre peut-être, et je parle de l'ELMS là, une réserve sur l'équipage de cette année. T'as Alex Lynn, en fait, qui est là emmené par Ganassi, donc déjà tu te dis ça c'est top. Par contre, il est avec Oli Caldwell et Mathias Kaiser, et je me dis que pour jouer la gagne au général en ELMS, ça va peut-être être un peu tendre. Je sais pas ce que t'en penses. Ok, tu mises plus sur qui alors en ELMS du coup? Bah, en ELMS, justement, c'est assez ouvert cette année, moi je Mhm, trouve, avec mhm. la liste des engagés qu'on a vus. Je pense qu'Inter Europol sera vraiment très intéressante comme équipe parce que tu as du Clément Novalak, Jonathan Aberdeen et Jakub Smikowski qui commencent vraiment à bien performer. J'ai un espoir évidemment pour l'équipe Idexport parce que tu te dis qu'avec Rejat de Gérus qui a envie de prendre Mhm. aussi sa revanche, avec Jovan Neutert qui est passé de Panis Racing à Idexport pour accompagner Paul Lafargue, ça peut peut-être le faire. Ça va être assez ouvert, moi je pense, parce que l'équipe Cool Racing quand même aussi toujours qui est bien présente, mais qui manquait un peu de réussite ces dernières années. Bah, tu vois, Tu mets pas du tout c'est une quand même. pièce sur Nielsen Racing avec Will Stevens, avec du Nico Pino, des choses comme ça? Bah, c'est vrai que ça paraît beau sur le papier, t'as Ouais, raison, mais c'est plus l'équipe, moi, ouais, on est d'accord. qui m'enthousiasme pas plus que ça. Mais c'est pas parce que je les aime pas, ils sont adorables au contraire, Nielsen Racing, mais je les vois peut-être pas sur la durée d'un championnat. Alors après, tu vas me dire, ils étaient engagés en Pro-Am ces dernières années, donc c'est peut-être aussi ça. Mais Mhm. ouais, un peu plus difficile peut-être pour eux, mais pourquoi pas, hein, t'as raison de le dire. Il peut y avoir l'équipe AO by TF quand même, avec un certain Robert Kubica qui sera engagé. Bon, voilà, il va y avoir de Louis Deletra aussi, ça va être un bel équipage, Ouais, quoi. c'est ce que j'allais te dire. Au Mans, ils ont un truc un peu particulier. Pour l'instant, on a que deux pilotes confirmés, mais on a PJ Hayet et Deletra. C'est quand même propre aussi. Ouais. C'est vrai que, du coup, peut-être. Alors, je t'avoue que c'est la catégorie sans doute que je connais le moins, le LMP2, mais en tout cas, le sentiment que j'ai en voyant la liste là des 24 heures du Mans, c'est que peut-être qu'il y a eu un. Là, on est sur un boom, tu sais, un moment où on retombe. Il y a eu. Ça y est, les LMP2 sont plus en WEC, l'hypercar est monté en puissance de dingue, on accepte les GT3, donc le LMP2 est un peu en train de se recentrer, et comme tu dis, Oui. c'est hyper ouvert, alors qu'il y a certaines saisons, je me souviens tous les deux quand on pouvait en discuter, on se disait, bon, cette année en ELMS, c'est WRT qui va être devant. Ou alors, quand Prema est arrivé, on s'est dit, ça va quand même, ça risque d'aller vite d'emblée, quoi, tu vois. Et là, effectivement, Oui. il y a une redistribution des cartes, et qui est valable, du coup, pour les 24 heures du Mans aussi, parce que même des noms comme United, qu'on a l'habitude de voir depuis des années, je suis. Bon, il y a quand même Albuquerque qui est confirmé sur une voiture. C'est Euh, vrai, ça c'est quand même l'assurance vie, t'as raison. Chez United Autosport, t'as quand même Felipe Albuquerque qui revient. Et quand il était là, ça apportait une certaine stabilité à l'équipe, ça apportait une sérénité. Et je pense qu'il peut être quand même un acteur fort aussi de cette saison, t'as raison. Mais le principal élément, et ça si tu veux on peut en parler un petit peu, c'est le principal élément qui redistribue les cartes, c'est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que certains engagés ont maintenant complètement déserté la catégorie. Je pense à Jota qui est passé avec maintenant les Porsche 963 en hypercar. Alpine qui était revenu là faire un peu de pige, sans beaucoup de succès d'ailleurs, a maintenant lancé son programme avec l'Alpine A424. Donc voilà, il y a eu une bascule. Prema Ouais. euh, n'a pas totalement disparu. Enfin, je veux dire, Iron Links, machin. Il y a toujours des intérêts, tu vois. Mais quand même, on sent il y a eu cet appel d'air. Et ouais, ça va être intéressant de.
ce qui m'intrigue un petit peu, c'est que sur la liste des engagés aux 24 heures du Mans, il y a quand même beaucoup de TBC, to be confirmed, ça veut dire en gros on n'a pas le nom du pilote pour l'instant. Ouais, Tu sais, ouais. on explique, pour s'engager aux 24 heures du Mans, c'est tout un processus assez complexe. L'Automobile Club de l'Ouest impose certains jalons, c'est-à-dire voilà, envoyez votre dossier de candidature, on vous répond oui, non. En fonction de ça, il faut confirmer la voiture que vous allez utiliser, le nom de l'équipe que vous voulez, sous quelle bannière, en fonction de l'endroit où l'équipe est enregistrée, quel premier pilote confirmé. Et là, il y a l'obligation de confirmer notamment en GT3 au moins le pilote bronze. En LMP2, je pense qu'il y avait l'obligation de confirmer un pilote. Et puis après, il y a des dates qui interviennent jusqu'à mai, je crois, où tu dois confirmer deuxième et troisième pilote. Pourquoi? Parce que après, il faut imprimer des programmes, il faut imprimer des affiches, il faut prévoir les choses. Et on ne peut pas confirmer un pilote une semaine avant les 24 heures du Mans, comme ça pouvait se faire certaines années. André Lauterer qui a été confirmé au pesage, enfin tu vois, des trucs comme ça. Maintenant, il y a longtemps, en 2009, mais voilà, là maintenant, tu es vraiment obligé de confirmer très tôt, sauf évidemment changement de dernière minute, pilote qui se blesse ou accident. Donc là, il y a quand même beaucoup de trous, je trouve, dans cette liste des LMP2. Ça veut dire qu'il va y avoir un marché animé. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi tu as ces trous-là? Je parle au Mans, hein, évidemment. Parce que, en fait, tu as beaucoup de pilotes qui sont justement en ELMS ou en IMSA en catégorie LMP2 pour garder un peu la main, pour bien rouler. Je pense à Paul Louchatin, évidemment. Oui. Je pense à des pilotes qui ont l'habitude de se retrouver, comme Alex Lynn, en LMP2 maintenant, et qui se retrouvent en hypercar aux 24 heures du Mans. Donc c'est pour ça que ça laisse des trous en LMP2. Et finalement, je me dis que ça peut être des profils comme Ben Viscal, des profils de pilotes qui sont en monoplace dans l'année, quoi, en Formule 3 ou Formule Mhm, 2, mhm. qui peuvent venir en LMP2 et se montrer un peu pour les constructeurs et éventuellement pour préparer leur seconde partie de carrière, entre guillemets. Ça me fait penser à des profils un peu mercenaires, tu sais. Tristan Gomandi, je suis pas sûr que Tristan Gomandi va faire le Mans cette année, mais, mais Ah, tu ça vois, serait top. mais tu vois ce que je Ah, veux je l'ai eu dire. dans trajectoire. Je l'ai eu dans trajectoire. Franchement, ça serait vraiment trop bien. Ouais, mais c'est marrant parce qu'effectivement, il y a ce côté, quand tu vois une place qui est. Enfin, c'est pas un secret, je ne trahis aucun secret, je ne suis pas pilote, hein, je n'ai même pas de licence à la FFSA. Ah Mais là, bon? non, mais je serais pilote avec un niveau qui correspond aux 24 heures du Mans. Là, quand tu vois le nombre de baquets qui sont disponibles en LMP2, ouais, je pense qu'il y a des choses à aller négocier, quoi. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de place, je trouve, et sur des voitures qui franchement, alors peut-être qu'il y a certains noms à confirmer qui n'ont pas été, mais qui sont des évidences. Quand tu regardes la liste en ELMS ou machin, il y a des trous qui vont être complétés assez facilement. C'est pareil en Bien hypercar, sûr. par exemple, chez Peugeot, il y a juste Jean-Éric Vergne et Stoffel Van Dorn qui ont été confirmés. Bon, j'ai pas trop de doutes sur les autres pilotes qui vont être engagés, mais bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais peut-être que c'est une question de timing, enfin bref, j'ai pas trop de doutes, mais voilà. Donc en LMP2, c'est sans doute pareil, il y a des noms où moi ça me saute pas aux yeux, mais il y a peut-être des évidences. Mais je pense qu'il y a quand même certains baquets qui sont disponibles, quoi. Ouais, je suis d'accord, effectivement, et ça va être assez intéressant. Il peut y avoir aussi des pilotes qui sont en LMP3 et qui vont avoir Et oui, envie pour Le Mans de pouvoir rouler aussi en LMP2. Il se ferait peut-être le double programme, hein, Road to Le Mans peut-être pour certains, et puis 24 heures du Mans, pourquoi pas. Ça peut être aussi une idée, tu vois, je pense à un Antoine Doquin par exemple, qui, ah euh, ouais, ah qui ouais. a voilà, des envies aussi, peut-être pour le futur. Donc, bon. Ça ouvre des possibilités. On va voir. J'espère que l'attrait pour la catégorie LMP2 va être aussi grand finalement que celui en European Le Mans Series pour Le Mans. Mais c'est assez intéressant de se dire que, bah ouais, aussi en ELMS, en fait, bah, ça va être une saison de folie. Quand je regarde la liste des engagés, j'ai autant envie, si tu veux, de regarder le LMS que de regarder les 24 heures du Mans. Donc, déjà, l'ACO a réussi son pari aussi. C'était assez difficile, je pense, de prendre cette décision-là en se disant il n'y aura plus d'LMP2 en championnat du monde. Ouais. On laisse place aux GT et aux hypercars. Donc, bah, il y aura peut-être un peu moins d'attrait. Eh ben non, force est de constater que les pilotes, justement pour la raison qu'on a évoquée, ont envie quand même de prendre de l'expérience toujours au volant, en course, en compétition. C'est le cas d'Alex Lynn, c'est le cas de Mathieu Vaxivière, c'est le cas, on le disait aussi, de Paul Louchatin. Voilà, de pouvoir continuer de rouler en LMP2, puis accessoirement d'accompagner un pilote gentleman et donc aussi de pouvoir bah, voilà, s'imposer soit en Pro-Am, soit dans des catégories comme ça.
et de garder un peu la main. Donc moi je trouve ça assez intéressant de voir que le LMP2 est loin d'être mort, bien au contraire, et attire toujours du monde. Bon, alors du coup, puisque je peux peut-être te lancer là-dessus, qui vois-tu venir glaner un siège comme ça en LMP2 au dernier moment, entre guillemets? Est-ce que tu as des noms Ah, comme ça? Tout à l'heure, tu disais Antoine Doquin, effectivement, ouais. je le verrais bien aussi. Moi, tu vois, j'ai plusieurs idées en tête. Alors peut-être que je me trompe complètement, hein, mais j'aimerais bien voir du Julien Gerby, par exemple, tu vois. Ah Et ouais, c'est clair. Mais lui, j'ai un peu la crainte, si tu veux, qu'il n'ait pas envie de se lancer en LMP2, pas pour une raison de talent, mais parce qu'il veut garder son statut de pilote bronze. Et je suis pas certain ah, que s'il continue de rouler dans d'autres catégories, sachant qu'il est très impliqué avec le team Virage, c'est le team manager, oui. et il roule du coup dans son équipe pour accompagner ces petits jeunes à progresser. Mais ouais, pourquoi pas, ça peut être une idée. Après moi, ce que je vois, si tu veux, sur la liste des réservistes, quand je vois un Mathias Bech, Clément Novalak ou Vlad Lomko, je me dis que c'est assez fou qu'il soit sur le carreau et qu'il soit pas en LMP2. Un Jimmy Bruni ici, Proton Compétition, ne roule pas avec sa Porsche, je le vois bien atterrir dans la numéro 9 en LMP2 si tu veux. Moi, j'ai d'autres noms, tu vois, en tête. Je pense à Niki Team. C'est bête, mais tu vois, Niki Team, il est pas Ah, tu là. le verrais? Bah, il a déjà fait, je crois, en P2. Et ouais, Attends, ça me dit rien. Niki Team en LMP2, tu crois? ouais, moi, je vois bien un truc comme ça. Je vois bien, tu vois, Marcello, bah, du coup, il est passé au-dessus. Mais Bortolotti, c'est pareil, il est passé en hypercar. Mais tu vois, des noms comme ça. Un petit Thomas Laurent, on essaye ou pas de le... Ah, ça serait pas mal ça, un petit Thomas Laurent, t'as raison, il a failli gagner au général des 24 heures du Mans en LMP2, donc il y a moyen. Mais non, mais Nicky Tim, ça serait pas mal pour une 10e participation. Non, il a jamais roulé autrement qu'en Aston aux 24 heures du Mans. Et ben ça serait pas mal de le retrouver en P2. C'est vrai, t'as raison, je milite pour Nicky Tim. Ouais, parce qu'il a déjà roulé en P2. Alors, c'était peut-être pas au Mans, mais du coup, il a déjà roulé en P2, hein. Non, mais n'empêche, on dit ça en rigolant, mais lui permettrait de se préparer aussi pour l'arrivée de l'Aston Mais Valkyrie. alors Enfin, voilà, je veux dire, c'est. c'est ça que je voulais voir avec toi, c'est parce que moi j'ai un souvenir où tu sais, et encore récemment d'ailleurs ça se faisait, les équipes qui aujourd'hui exploitent certaines des hypercars étaient en LMP2 en guise de préparation. Souvenez-vous par exemple en 2022, il y avait une LMP2 qui était engagée par Penske. Euh, Oui, voilà, donc avec Emmanuel Collard d'ailleurs, c'était assez, enfin, c'est marrant, tu vois, c'est vrai. il y Mathieu avait- Jaminet, ouais, voilà, il y avait un équipage assez, et qui d'autre, Nasser, non? Nasser, Je ouais, crois tout qu'il y à avait fait. Nasser dessus. Et du coup, voilà, à une époque plus lointaine, faut forcément que je fasse une référence aux années 90, hein, je suis désolé, mais à une époque plus lointaine, tu vois, on avait aussi BMW qui préparait son arrivée en plaçant des pilotes chez McLaren, puisque là, les F1 GTR avaient un bloc BM. Donc, tu as eu certains pilotes qui ont eu une expérience, qui accumulaient de l'expérience en tout cas avec des McLaren avant de basculer dans le programme BM. À Ouais. toutes les époques, ça s'est fait. Là, il y a aussi une opportunité pour un constructeur de venir placer un pilote qu'il aime bien ou qu'il a envie de voir évoluer, en profiter pour prendre un baquet. Ça s'est déjà fait par le passé, tu vois. Euh, j'ai des... Enfin, ouais, ou alors un pilote qui est... Bah, Marc Gené qui était engagé avec Ouais, Jota c'est vrai. C'est vrai. à côté de chez Audi finalement parce qu'il était dans le giron. Et puis bah, quand Loïc Duval se blesse, c'est lui qui Ouais. remplace. Donc tu vois, cette proximité entre le LMP2 et l'hypercar, LMP1 ou ce que tu veux, bah, elle existe depuis longtemps en fait. Et puis, ouais, il y a aussi des exemples, tu vois, de remplacement. Je crois que c'était la dernière minute, hein, quand Patrick Pilet était arrivé en LMP2 aussi. Tu Bien vois, sûr. des choses comme ça. Peut-être qu'il va falloir regarder quand les différents équipages vont être confirmés. Il va falloir regarder un petit peu au-delà du nom simplement du pilote, mais voir un petit peu les intérêts derrière, les cartes, tu vois, le dessous des cartes. Parce qu'il y a peut-être des Oui. pilotes qui vont être annoncés avec clairement une intention derrière, un peu de le tester pour voir son niveau et éventuellement après évoluer sur de l'hypercar. Est-ce qu'il y a des pilotes qui vont être soutenus par Porsche? Tu sais, c'est les constructeurs comme ça, ils ont un vivier de pilotes et ils ont des intérêts. Je dis n'importe quoi, mais il y a peut-être un pilote que Porsche soutient plutôt en Asie ou plutôt au Canada qui vont vouloir placer là comme ça pour voilà pour le voir évoluer. Donc ça va être intéressant les jours et les semaines plutôt qui vont arriver. Ça va être intéressant de voir Oui. comment ça va se remplir. Mais tu vois, c'est ça qui me plaît dans cette catégorie LMP2 en fait et dans le LMS, c'est qu'il y a un intérêt énorme et j'aimerais vraiment que le LMP2 soit encore présent aux 24 heures du Mans dans les années
qui arrive, hein, parce que c'est cette fameuse préparation qui est si importante. Et en fait, de rouler au Mans dans des conditions qui sont les mêmes que les petits camarades d'Hypercar, tu prends de l'expérience beaucoup plus que juste de rouler dans une catégorie IMSA, ELMS, Asian Le Mans Mhm. Series, qui sont déjà exceptionnellement disputées, mais c'est quand même pas Le Mans. Et donc, d'avoir des LMP2 au Mans, je pense quand même que ça reste aussi dans cet ADN. Alors, même si j'imagine bien qu'à terme, on voudrait avoir des hypercars et des GT3 pour cet esprit Le Mans, mais je trouve que les LMP2, elles ont vraiment leur place. En tout cas, elles auront toujours leur place tant que les constructeurs qui sont engagés en hypercar ne jouent pas le jeu de la compétition privée. Parce qu'à un moment, Oui, il va quand même falloir que les gentlemen, les 24 heures du Mans tournent aussi grâce à l'argent des gentlemen. C'est pas un secret que de le dire, et c'est pas du tout ternir l'image des 24 heures du Mans, hein. C'est aussi une question de finances, d'argent, d'équilibre financier. Et, attends, les Bentley Boys, les Gentleman Drivers, ça a toujours mais été bien le cas sûr, aux 24 heures du bien Mans, hein. sûr, non, mais ça fait partie de la. Ça fait, enfin voilà, une épreuve prestigieuse comme ça et un rendez-vous aussi fort attire et au-delà de l'aspect, au-delà des pilotes platinum on peut se vanter d'avoir parmi les meilleurs pilotes au monde au départ des 24 heures du Mans. On a aussi des gentlemen qui sont parmi les meilleurs gentlemen au monde sans doute. En tout cas, on est sur le top niveau de ce que tu peux faire quand tu as un job à côté. Et ça, je pense que ça perdurera tant que l'hypercar n'est pas sur un modèle de compétition client. Après, si demain l'Automobile Club de l'Ouest dit ok, à partir de maintenant, pour venir en hypercar, la règle c'est vous avez le droit d'avoir 2-3 voitures, et par contre il faut que vous en vendiez 2 par an à des équipes privées. Là ça change la donne, et du coup les hypercars, ça pourrait être possible, hein. Les LMDH finalement, comme on le dit, ne sont que les LMP2 de demain avec un système hybride, donc tu Ouais, c'est pourrais vrai. dire à chaque constructeur qui est en LMDH, par exemple, tu lui imposes de fabriquer un nombre de châssis par an et d'en commercialiser à des équipes privées. Malheureusement, je pense que si tu mets ça en place comme règle, ça va faire fuir des constructeurs parce que après il y a plein d'enjeux. À qui tu le vends. Si tu es forcé d'en vendre et que du coup tu choisis des équipes un peu par défaut et qui font de la merde, qui sont pas à la hauteur de ton image, etc., c'est compliqué. Mais peut-être que c'est Ouais, c'est ça le ça. modèle qui pourrait arriver demain. Après, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, je sais pas, dans l'idée, ça se fera jamais, mais j'aurais bien aimé, tu vois, se dire que il faut une troisième voiture d'un constructeur avec un pilote bronze et deux jeunes. Voilà, Mhm, pourquoi pas, mhm. tu vois, pour les lancer et les mettre avec un pilote bronze, donc sans trop de pression a priori, mais quand même d'apprendre la catégorie. Moi, je me pose une autre question. Est-ce que les pilotes bronze qui déjà arrivent à maîtriser les LMP2, et c'est pas facile parce qu'on a des vrais experts, il Oui. faut vraiment pas l'oublier, une sacrée préparation physique derrière, il faut vraiment comprendre, ça passe beaucoup plus vite en LMP2 qu'en GT. Est-ce qu'ils auraient envie de rouler en hypercar? Envie et les capacités, j'allais dire. Est-ce qu'un François Perraudot roulerait avec une Alpine en hypercar? Est-ce qu'il aurait envie? Moi, bah, faut lui demander. Mais Ben oui, non mais ouais, bon d'accord. moi, après, peut-être qu'il y a des adaptations à faire. Peut-être que ça peut être des hypercars sans hybride. Peut-être ou peut-être que ça. Enfin, tu vois, il y a peut-être un truc un peu à trouver. Après, effectivement, ça perd de son sens d'enlever le système hybride alors que la voiture a été développée pour le recevoir. Mais je sais pas. Alors, on est déjà rendu trop loin là, tu vois. On est trop loin. Ouais, ouais, non, mais moi j'aime bien. Ça nous permet de rêver, tu vois, cette liste à la fois d'European Le Mans Series. Donc on rappelle hein, quand même 43 voitures en tout sur la liste. C'est juste exceptionnel. On aura l'occasion de revenir évidemment sur cette liste des engagés plus précisément et pas que côté LMP2. Mais c'était important de faire ce petit lien avec le LMP2, la marche pour aller aux 24 heures du Mans. Parce que voilà, pour participer aux 24 heures du Mans cette année en LMP2, faut rouler soit en European Le Mans Series, soit en Asian Le Mans Series. La saison est déjà terminée, mais en tout cas, il y a un peu plus d'enjeux et un petit peu plus de popularité pour ce championnat. Et puis sinon, en IMSA, avec des places qui sont réservées aussi pour les vainqueurs des différentes catégories, gentlemen notamment, qui permettent d'avoir des invitations. Et voilà, on a fait un petit tour Bah d'horizon, ouais, très bon tour Geoffroy. d'horizon. On aurait pu encore être plus long, hein, comme, comme on sait le faire, mais c'était intéressant comment dire, de se concentrer sur cette catégorie LMP2 qui continue vraiment de nous faire vibrer, en tout cas de me faire vibrer. Je sais pas si c'est le cas pour toi aussi, je pense que oui, parce qu'il y a énormément de spectacles. Et donc, voilà, en ELMS, on les retrouvera, c'est LMP2, et ce sera la catégorie Rennes, et on les retrouvera aussi aux 24 heures du Mans. Donc, il va y avoir du sport, comme on dit. Eh ben écoute, on peut finir sur une petite stat si tu veux. Je sais que t'aimes bien les chiffres comme ça. Ah oui, Puisque donc le LMP2, ça va être c'est la catégorie qui a le plus diminué, on le sait, par rapport à l'année dernière, puisqu'on a plus les 24 voitures, mais en tout cas, c'est une catégorie qui, depuis plusieurs années,
a un manufacturier exclusif qui est Goodyear. Avant c'était Dunlop, mais c'est Goodyear qui est le manufacturier. Et c'est la même chose en LMGT3 aussi. C'est pas Michelin. Les GTE étaient chez Michelin, mais là il y a un manufacturier unique qui est Goodyear. Donc cette année, c'est la première fois depuis longtemps, je pense. On aura au Mans 39 voitures, soit la majorité du plateau, qui sera en Goodyear et pas en Michelin. C'est un Ah oui, élément c'est vrai. aussi à Alors prendre en que compte. Ouais. les années précédentes, c'était l'inverse. T'as raison, parce qu'il y avait Michelin qui équipait les GTE Mhm. et les hypercars. Mais là, ouais, on va avoir 23 contre 39. Ouais, pas Voilà. mal. Donc c'est un petit changement. Alors ça peut paraître anodin, mais pour un équipementier, pour un manufacturier, c'est quand même un sacré défi d'équiper tout un plateau comme ça. Alors ils savent faire, il n'y a pas de problème, mais voilà, c'est marrant comme stat, et c'est vraiment lié pour le coup au LMP2 parce que c'est un peu historique, et au GT3 qui maintenant bascule sur ce manufacturier-là. Voilà. Ouais, c'est vrai, bravo, belle stat. En tout cas, les LMP2, c'est vrai, c'était Goodyear. Avant, c'était Dunlop, mais c'est le même groupe. Et donc, on a aussi un duel finalement. Tu vois, on parle des constructeurs, mais on va parler des manufacturiers. Duel Michelin et Goodyear. Normalement, au général, ça sera une victoire hypercar, donc Michelin devrait Ça s'imposer devrait, une ouais. nouvelle fois. Oui. Mais voilà, en tout cas, ils sont présents et on n'a pas qu'un seul manufacturier de pneus. Voilà, c'est ça, exactement. Eh ben écoute, je pense qu'on a Bon, bah. été complet sur ce plateau LMP2. Oh, on aurait toujours encore plus pu être complet, évidemment, mais voilà, moi je vais ajouter un dernier chiffre, après on clôture, mais c'est vrai qu'en ELMS, on a doublé la liste des engagés en LMP2, en catégorie pro, hein, j'entends. On en avait 7 l'année dernière, on en a 14 cette année, Ouais. plus si on rajoute les 8 de la catégorie LMP2 Pro-Am, bah voilà, on arrive à un beau total de 22. Ça aurait été bien 24 aussi pour 2024, mais bon, voilà, on est à 22 LMP2, on a 10 LMP3 et 11 GT3, ça c'est pour le LMS, donc voilà, maintenant on a aussi du pain sur la planche avec le championnat du monde d'endurance qui va débuter là au Qatar, et on sera de retour évidemment la semaine prochaine pour faire un petit point sur cette première manche de la nouvelle ère, si je puis dire, de cette catégorie championnat du monde d'endurance de la FIA avec ces nombreux constructeurs engagés, les 19 hypercars et les 9 constructeurs en hypercar engagés, 14 constructeurs dans un championnat du monde. Bah voilà, il y en a aucun autre qui n'a autant d'engagés. Donc bah voilà, on se réjouit déjà de revenir sur cette épreuve du Qatar qui ouvrira la saison 2024. Eh ben allez, rendez-vous est pris, rendez-vous pour le débrief de la première épreuve du WEC au Qatar, carrément, avec plaisir. Bon bah super, merci beaucoup Geoffroy, et puis merci à tous, et donc à très vite pour encore une fois partager tous ensemble notre passion dans ce club, cet endurance club. Salut.